C'est la deuxième partie du 7-9. Merci d'être avec nous. Le journal c'est tout de suite. Voici les titres. Nous commencerons avec Maroc Télécom qui récompense l'excellence. L'entreprise remet chaque année le prix Imtiaz au meilleur des bacheliers. Plus de détails à suivre dans cette édition. Nous irons également au Sénégal où un vent de panique s'est emparé de la population depuis le premier cas enregistré du virus Ebola il y a quelques jours à Dakar. Nous en profiterons pour faire le point sur cette grave épidémie en Afrique de l'Ouest. Et puis enfin, nous irons à El Jadida où se joue le combat pour ce qu'on appelle l'or rouge ou l'agar-agar, une algue rare et de plus en plus convoitée dans le monde. Le Maroc a pris des mesures drastiques pour lutter contre sa surexploitation. Et donc pour commencer, Maroc Télécom récompense l'excellence. L'entreprise remet chaque année, je vous le disais, le prix Imtiaz au meilleur des bacheliers. Maroc Télécom qui encourage ainsi depuis 2006 des étudiants issus de milieux défavorisés. Au total, ils sont 700 à avoir pu bénéficier de ce programme. Le développement tout de suite avec Amina Ben Khalaq. Des jeunes qui dansent devant un public très particulier. Au premier rang, les responsables de Maroc Télécom. C'est la 9e édition d'Imtiaz, l'occasion de récompenser les jeunes bacheliers majorants venus de toutes les régions du Maroc. Je viens de la région de Fès Boulmen. J'ai eu mon bac avec une moyenne de 16,83. Pour moi, cette cérémonie représente un soutien moral aux étudiants. Une manière de leur dire de relever tous les défis, quels que soient les obstacles. Ces obstacles sont souvent financiers. C'est pourquoi Maroc Télécom offre aussi des bourses d'études aux meilleurs bacheliers du royaume issus de milieux défavorisés. Depuis 3 ans, le nombre de bourses octroyées par la société a été multiplié par 4. Il est passé de 40 à 160 annuellement. Maroc Télécom a commencé cette initiative entre 2005 et 2006. C'est la même période de la création de l'INDH. L'objectif est d'encourager les bacheliers majorants et de leur donner le prix Imtiaz. Nous aidons aussi les jeunes majorants issus de milieux pauvres à financer leurs études pendant 5 ans. Maroc Télécom a accordé jusqu'à aujourd'hui plus de 700 bourses d'études. Au total, l'entreprise a décerné 1200 prix d'excellence car elle veut croire en cette jeunesse marocaine au parcours déjà exemplaire. Dans l'actualité également, le forum économique maroco-guinéen qui s'est tenu hier à Casablanca, forum qui a regroupé 500 entreprises des 2 pays. La rencontre s'est soldée par la signature de 3 conventions. Par ailleurs, le chef du gouvernement, Abdelila Ben Kiren, s'est entretenu avec son homologue guinéen sur les moyens de promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales. Plus de détails sur ce forum Maroc-Guinée, ce sera dans le JT Éco. Mais pour l'heure, c'est à Dakar que nous allons à présent. Là-bas, les habitants de la capitale sénégalaise sont inquiets. Ils sont inquiets depuis que le premier cas d'Ebola a été détecté le 21 août dernier. Il s'agit d'un jeune Guinéen. Depuis, il a été mis en quarantaine. Sa maison a été désinfectée, mais rien n'y fait. Vous allez le voir à Dakar, les habitants ont toujours peur. Amina Ben Khalaq. Cette maison est aujourd'hui connue de tous les Sénégalais. Derrière ses portes se trouve un jeune Guinéen atteint d'Ebola et ses proches, tous mis en quarantaine. Ici, une équipe de policiers et de médecins venus inspecter les lieux. Les habitants du quartier, eux, préfèrent rester le plus loin possible. On n'a aucun contact avec les personnes mises en quarantaine. On passe à côté de leur maison, mais on ne s'arrête pas, car on ne veut pas être près d'eux. L'étudiant guinéen a été soumis à plusieurs traitements intensifs dans cet hôpital. Son état de santé est stable, mais pour ne prendre aucun risque, les autorités sénégalaises tentent de retrouver toutes les personnes qui sont entrées en contact avec lui. Depuis l'annonce de cet unique cas d'Ebola dans le pays, la psychose s'est emparée des Dakarois. Les médecins parlent d'une panique contre-productive. Panic and fear
La peur et la panique peuvent être plus dangereuses que la maladie en elle-même. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul cas finalement, mais l'impact sur l'économie et sur la population est déjà très grand. Cette crainte du virus a poussé le Sénégal à fermer ses frontières avec la Guinée le 21 août. Le pays veut éviter des scénarios catastrophes comme au Libéria qui compte plus de 1220 morts depuis le début de l'épidémie. Et on fait le point justement sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La fièvre a tué jusqu'ici 2300 personnes. C'est le tout dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La flambée de l'épidémie continue de s'accélérer dans les pays où la contamination se fait sur une grande échelle et de façon intense, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone également. L'OMS avait prévenu lundi que plusieurs milliers de nouveaux cas étaient à craindre dans les 3 prochaines semaines au Libéria, un pays qui n'a plus de lits disponible pour accueillir des malades atteints du virus. Le Libéria s'est même dit menacé dans son existence par cette épidémie qui semble hors de contrôle. Et on fait le point sur le dossier irakien à présent. C'est aujourd'hui que le président américain doit s'adresser à la nation pour présenter sa stratégie contre la progression de l'État islamique. Et sur le terrain, les États-Unis continuent d'appuyer l'armée irakienne par des frappes aériennes. De son côté, le président français, François Hollande, va organiser une conférence internationale. Ce sera lundi prochain, une rencontre sur la paix et la sécurité en Irak. C'est Manal Al-Ardali qui nous en parle tout de suite. Le plan américain de lutte contre l'État islamique ne se fait plus attendre. Le président Barack Obama doit dévoiler dans la soirée sa stratégie pour affaiblir les djihadistes en Irak. Alors que les derniers sondages indiquent que plus de 70% des Américains approuveraient des frappes intensifiées contre le groupe extrémiste, la Maison-Blanche se montre réticente quant à une intervention militaire. Il est important de noter que le président, à l'instar de chacun d'entre nous, a certainement tiré les leçons évidentes des interventions militaires américaines précédentes en Irak. Nous ne pouvons pas prendre une position qui ne servira pas nos intérêts, une position qui nous poussera à fournir des garanties et à assurer la sécurité de l'Irak. À son tour, le président français François Hollande monte au créneau. Il organisera lundi à Paris une conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak. Elle rassemblera les partenaires qui adhèrent à la lutte contre l'État islamique. Mais avant cela, François Hollande est attendu après-demain à Bagdad pour apporter son soutien aux autorités irakiennes. Au Conseil de l'OTAN, il y a eu l'amorce d'une alliance qui devra se faire dans les prochains jours. J'ai également proposé une conférence sur l'Irak et la lutte contre ce groupe terroriste qu'on appelle Daesh et qui n'est ni un État et qui ne peut non plus se référer de l'islam parce que cette conférence permettra justement de coordonner tous les efforts. Sur le terrain, les forces régulières et les Kurdes ont pu reprendre durant les derniers jours le plus important barrage du pays près de Mossoul. Ils se sont également imposés dans la province d'Al-Anbar et dans la ville de Barwana, située à l'est de Haditha. Voilà pour le dossier irakien. Retour au Maroc pour vous parler de ce qu'on appelle l'or rouge ou l'agar-agar, une algue, je vous le disais, en titre très convoitée, très rare également, une algue utilisée dans l'alimentation ou encore dans la cosmétique. Mais aujourd'hui, cette plante précieuse est menacée par la surexploitation. Du coup, le Maroc a pris des mesures drastiques, mais le combat sera long. Le reportage à El Jadida. À une vingtaine de mètres de profondeur, ces plongeurs sont à la recherche de l'or rouge. Une algue utilisée dans l'alimentation et l'industrie cosmétique qui pullule au large des côtes marocaines. Atibari en a fait sa spécialité. Plongeur amateur, il passe ses journées à inspecter les fonds marins. Au début de l'année, on peut pêcher jusqu'à 500 kilos d'algues par jour. Et à la fin de l'année, on ne dépasse pas 200 ou 300 kilos. Les algues sont de plus en plus rares. L'algue rouge permet de fabriquer de l'agar, une gélatine végétale. Le kilo est vendu 30 centimes d'euros, un prix fixé par le gouvernement. La main-d'œuvre ici ne bénéficie pas de cette activité. Ce sont les revendeurs qui achètent chez nous et qui exportent les algues. Longtemps premier producteur mondial, le Maroc ne possède plus qu'une seule usine de transformation.
Une grande partie de la production est donc vendue à l'étranger. Notre production, il est à 99%, il est à l'export. Et donc malheureusement, le Maroc, il importe des produits qui contiennent de l'agave, mais il ne produit pas sur place, il n'utilise pas pour faire des produits alimentaires qui contiennent ce produit dont les Japonais ou les Européens connaissent les bienfaits. Sur la plage d'El Jadida, des familles entières viennent ramasser à la main les restes d'algues délaissés par les plongeurs. Mais la plante est menacée par une surexploitation massive. En 2009, 14 000 tonnes d'algues avaient été ramassées, un chiffre désormais limité à 6 000 tonnes par le gouvernement. C'était exploité de façon anarchique. Pas de contrôle, pas de quotas, pas de restrictions, pas de période d'arrêt. N'importe qui, pendant la campagne estivale, allait travailler dans les algues. Donc aujourd'hui au moins, nous avons circonscrit. Depuis ces mesures, l'algue rouge fait un timide retour sur les côtes marocaines. Pour le gouvernement, c'est une activité qui mérite d'être protégée. Le chiffre d'affaires de ce secteur avoisine les 31 millions d'euros. Et on va terminer avec des nouvelles de Michael Schumacher, le champion du monde de Formule 1 qui a finalement quitté l'hôpital de Lausanne. Sa famille a annoncé hier qu'il rentrait chez lui en Suisse. Ses proches ont également fait état de progrès à propos de son état de santé. Michael Schumacher est âgé de 45 ans. Il était hospitalisé depuis la mi-juin, 6 mois après un grave accident de ski à Méribel en France. Et voilà pour le journal. Tout de suite, direction la France. Et en direct de Paris, on retrouve Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Naïma. Alors, des informations ont filtré selon lesquelles le franco-algérien Mehdi Nemmouche s'apprêtait à commettre un attentat spectaculaire le 14 juillet dernier sur les Champs-Élysées. Quel a été, Mustapha, l'impact de ces informations sur l'opinion publique française ? En fait, Naïma, il règne en ce moment une grande confusion sur ces informations. Le journal Libération avait fait part d'une exclusivité selon laquelle Nemmouche s'apprêtait à commettre un attentat spectaculaire, Mera multiplié par 5 selon l'expression utilisée, le 14 juillet. Et tout d'un coup, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est précipité pour le démentir avec une grande clarté. Alors, de mémoire d'observateur et de chroniqueur de la vie politique française, je n'ai jamais vu le ministre se précipiter pour démentir avec une rapidité. Alors ça pose une question. Si les informations de Libération étaient fausses, alors qui avait intérêt à les divulguer au sein de l'opinion? Et si les informations de Libération étaient vraies, pourquoi le ministre les dément-il et pourquoi n'était-il pas au courant? Donc, il règne une grande confusion. On ne sait pas pour quel agenda de telles informations ont été divulguées à ce moment précis. Il faut rappeler, Naïma, aussi que ces informations coïncident avec le fait que des journalistes ex-otages en Syrie ont révélé que Mehdi Nemmouche était un de leurs geôliers, un de leurs tortionnaires. Et cette information a été confirmée. Donc, c'est la première fois en fait que on a la preuve que des jeunes issus de l'immigration peuvent aller faire le djihad en France et éventuellement revenir sur le territoire français et européen et commettre des attentats. Et ça crée une grande panique et ça crée une grande peur au sein de l'opinion française. Alors vous venez de le dire, le cas Mehdi Nemmouche illustre justement cette capacité des djihadistes français partis en Syrie à revenir sur le territoire européen pour y commettre des attentats. Comment est-ce que les autorités françaises traitent ce genre de phénomène ? Effectivement, Naïma, depuis le début du conflit syrien, on parlait beaucoup de ces jeunes issus de l'immigration qui étaient séduits par les sirènes du djihad en Syrie. On avait une idée vague sur leur nombre et sur leur motivation. Tout ça était vraiment une information vague et on ne savait pas si ils allaient revenir pour commettre des attentats. Et avec le cas Nemmouche, ça illustre et ça concrétise que l'État islamique, cette organisation terroriste,
terroriste est capable de séduire, de faire venir des gens en Syrie et de les renvoyer dans le territoire européen pour commettre des attentats. Alors les Français, depuis le début, sont extrêmement inquiets à l'égard de ce phénomène. Ils ont radicalisé un petit peu et serré leur législation, notamment une police informatique, notamment un suivi de proximité pour anticiper tous les jeunes, pour anticiper et arrêter tous les jeunes qui peuvent aller vers la Syrie. Mais jusqu'à présent, cette réalité extrêmement sécuritaire inquiétante n'est pas que française et exige une réponse européenne, ce que les Français n'ont pas encore réussi à faire pour le moment. Dernière question, Mustapha. La France de François Hollande paraît à la pointe du combat international contre le groupe terroriste de l'État islamique. Quelles sont les motivations que la France, justement, met en avant pour justifier son implication ? Alors, la France est à la pointe de ce combat et cette réalité est si vraie que François Hollande s'apprête, comme vous l'avez souligné dans votre journal, à organiser un sommet le lundi prochain, le 15 septembre, en France pour lutter contre l'État islamique. Alors, les motivations, bien sûr, de la France sont extrêmement claires. L'analyse faite par les sécuritaires français est que l'État islamique, et d'ailleurs il est partagé aussi par les Américains, l'État islamique est un danger extrêmement important pour les intérêts occidentaux dans la région. On parle notamment de l'énergie, on parle notamment de la stabilité politique de ces pays, le pays du Golfe. Donc c'est extrêmement important, il y a des intérêts vitaux en jeu. Et puis l'analyse aussi qui a été faite, c'est que la menace terroriste provient de cette région. Et la meilleure manière de lutter contre cette menace terroriste, c'est pas de l'attendre pour qu'elle arrive jusqu'au territoire européen, mais d'aller lui livrer combat sur son territoire. Et donc, cette guerre qui se prépare et ce sommet international qui se prépare vise justement à limiter et à éradiquer la menace terroriste qui vise le territoire européen. C'est tout l'esprit du sommet de lundi prochain et qui a la bénédiction et des pays du Maghreb, de beaucoup de pays arabes et notamment des pays américains. Donc il faut s'attendre à un grand moment diplomatique et politique que va vivre François Hollande lundi prochain pour lutter justement contre la terreur internationale qu'incarne en ce moment l'État islamique. Vous allez évidemment suivre ce dossier pour nous. Mustapha Tossa en direct de Paris pour Média TV. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. C'est l'heure maintenant de la revue de presse. C'est avec Taoufik Nasseri. On vous parle notamment dans la presse marocaine ce matin de ces 5 entreprises publiques et ces 16 communes qui sont devant la justice. La revue de presse, c'est tout de suite. Restez avec nous.